Bonjour, bienvenue au débat du Festival Jean Rouch en ligne, du 39e Festival Jean Rouch, et plus spécialement au débat du film Les pionniers, les vaches et le capitalisme, un film de Thibaut Atkins qui est présenté en compétition internationale. Je remercie chaleureusement Thibaut d'être avec nous pour cette discussion qui sera modérée par Laurent Pelé, délégué général du festival, et moi-même. Alors, nous allons avoir un premier temps d'échange, tous les 3, et puis ensuite, bien sûr, vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez les poser, soit en cliquant sur la petite main électronique qui se trouve tout en bas de votre écran, et dans ce cas-là, vous pourrez poser votre question oralement à Thibaut. Vous pouvez également l'envoyer par le chat de Zoom ou de Facebook. Voilà, donc nous allons commencer. Merci beaucoup Thibaut d'être avec nous. Merci pour le film qui est vraiment extraordinaire et que nous avons tous beaucoup aimé. Et donc, pour commencer, je vais peut-être poser la question habituelle, c'est-à-dire la genèse du film. En fait, tu as vécu au Lesotho, tu connais très bien ce pays, tu y as tourné plusieurs films. 2 d'entre eux ont été présentés au Festival Jean Rouch, I Am Shérif et Coming of Age, qui a remporté le prix Monde en Regard il y a quelques années. Mais plus spécialement, je me demandais comment tu t'es trouvé intéressée par cette question de la migration économique chinoise au Lesotho, et puis comment tu avais rencontré cette famille, comment tu avais choisi ce lieu de Tabatseka. Est-ce que c'est un lieu que tu avais connu lors d'un précédent tournage ou bien est-ce que tu es partie en repérage pour le trouver? Voilà, c'est un Bon. peu la question. Bonjour, merci, je suis ravi d'être avec vous encore une fois. Euh, je vais essayer de parler en français, mais si jamais il me manque les mots, euh, il y a du aide. Alors, comme vous avez dit, j'ai vécu les autos et j'ai toujours vu les Chinois pour les autos. Il y en a pas énormément les Chinois les autos, mais on les trouve dans les endroits très, très étranges et étonnants. En par exemple, on va dans les montagnes et on se tombe sur une petit magasin chinoise et c'est toujours, il y a toute une mythe autour des Chinois, parce qu'il y a personne qui sait exactement d'où il vient, qui on parle pas la même langue, donc les Chinois, c'est un peu, un mystère qui était toujours là pendant ma jeunesse et mais le film a vraiment commencé quand j'étais, en Chine. J'ai passé, 1 an à Hong Kong et je cherchais quelque chose à faire. Donc je suis allé à Guangzhou où, il y a beaucoup d'Africains qui viennent en Chine pour faire du business et donc j'ai fait les repérages là, j'ai pris les photos, et je me suis dit: «Ah écoute, c'est comme ça je peux créer le film. C'est comme ça je peux faire le film sur les Chinois en Afrique avec les Africains en Chine». Donc voilà, c'est un peu la naissance du projet et c'était en 2012-2013 et on a commencé le vrai tournage en Chine en 2015, juste après Coming of Age. Et après, on a fait les tournages aux Lesotho tous les ans. On a fait quatre tournages en total et toujours en hiver. Donc, juin, août, les mois juin, août. Voilà. Donc, ça, c'était la naissance du projet. Et la deuxième question, c'était. Comment tu as trouvé ce lieu de... Ah, voilà, exactement, du Tabatseka. Ouais. Alors, le lieu est pas, le lieu est pas vraiment important. Même c'est pour ça que je mets jamais le nom du ville dans le film. C'est vraiment pas important quel lieu c'est. C'est important que c'est un lieu. Alors, c'est un lieu, n'importe où, mais c'est un lieu spécifique. C'est un film sur un lieu. Et Teotihuacan, j'ai suivi quelques pistes avec quelques familles différentes. Et finalement, c'était la famille Chen à Tabatseka qui ont accueilli. Donc, on a fait le tournage à Tabatseka.
Mais c'est important pour moi de dire que c'est pas un film qui se passe sur un lieu spécifique parce que c'est une situation qu'on peut pas trouver. On peut trouver n'importe où en Afrique, même, n'importe où dans le monde, une, où il y a le conflit le conflit que vous voyez dans le film. Mais Tabatseka, c'est une chance quand même aussi parce que la Tabatseka, c'est pile au centre de Lesotho et Lesotho, c'est pile au centre d'Afrique du Sud. Et donc, il y a quelque chose avec l'idée du cœur qui marche très bien avec Tabatseka. Et aussi, il y a tout, c'est très haut, donc tout est plus haut que 2000 mètres de hauteur dans la montagne. Donc, ça donne une atmosphère très, très spécifique et très spéciale qui marche très bien aussi dans notre film. Voilà. Merci. Et donc, alors moi, je trouve qu'il y a énormément de choses intéressantes à dire sur le récit du film. Enfin, comment tu nous racontes cette histoire et notamment le fait que tu t'es pas centré sur un ou 2 personnages, principaux, en fait, dans ce film. On rencontre vraiment, plein de personnes qui sont toutes intéressantes. Et moi, il y a un personnage qui m'a vraiment, touchée, c'est cet homme qui porte une combinaison bleue, qui travaille comme gardien de bétail, pour l'entreprise chinoise, Chenwang. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il était extrêmement, fier de te montrer et de nous montrer qu'il a encore tout ce savoir, traditionnel, sur l'élevage des vaches, qu'il a toute sa culture et à un moment, il fait même une petite récitation poétique pour les vaches et ça, c'était vraiment beau et du coup, j'ai plusieurs questions qui découlent de ça. D'abord, voilà, pourquoi tu as fait ce choix d'avoir plusieurs personnages et de ne pas te focaliser sur quelques-uns qui est plus habituel, on va dire, dans la narration en film documentaire? Et puis, comment ça s'était passé le tournage de cette séquence, de cette scène et jusqu'à quel point vous aviez collaboré pour la mettre en scène ensemble? Parce que j'ai eu un peu OK. l'impression. Et puis, bon après le dernier point peut-être après alors, je le dirai. Vas-y Ouais, déjà. OK. Alors, déjà, pourquoi il n'y a pas un personnage principal? Alors, il y a 2 choses. Parce qu'on a fait le tournage pendant quelques années et parce qu'il y avait le problème le problème de trouver le financement du film et donc ça a pris vraiment de temps. Donc, les tournages de recherche sont venus le vrai tournage et parce que c'est la vraie vie, il y a tout le changement de personnage, dans ce lieu. Donc en fait, c'était impossible d'avoir un personnage principal. Mais à la même temps, moi, j'ai trouvé ça très bien parce que ça m'a vraiment intéressé de faire un film qui a ni un personnage principal, ni une histoire, une vraie histoire. Parce que l'histoire est plutôt le concept de faire entre guillemets, un western. Alors, l'idée de faire un film sur un espace où les règles ne sont pas vraiment très, très claires. Il y a cette lutte, cette lutte du pouvoir. Et il y a le monde qui s'est changé, il y a l'économie qui s'est il y a tous les petits changements qui se passent là-bas, qui pour moi, l'idée du western. L'idée du western, pour moi, c'est de faire un film sur la frontière, et la frontière économique, morale, tout ça, et dans un espace où les questions de pouvoir n'est pas encore résoudre, et donc il y a le nouveau monde qui arrive, le vieux monde qui est en train de qui a du mal à s'adapter et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas un personnage principal, mais on a le concept qui essaie de nous guider dans cet espace. Et, mais avec le monsieur qui travaille pour les Chinois, le berger, euh, lui, c'était quelqu'un qui m'est beaucoup intéressé parce que c'est vrai que il travaille pour de vrai pour les Chinois. Ça, et lui, peut-être je vais encore une pas en arrière.
Oui, oui, vas-y. Voilà. Et vous me dites si je parle trop Non, non. vous avez du mal à me comprendre, du mal à comprendre le français. Alors, je fais un effort. Alors, parce que ce personnage, lui, il est très très lié avec l'idée du vache. Qu'est-ce que le vache et l'importance du vache dans cette communauté-là. Alors, à Tabateka, il y a la vache est plus qu'une vache. La vache, c'est quelque chose pour négocier le lien entre les gens. Alors, s'il y a un enterrement ou une naissance, on sacrifie une vache, ça c'est clair. Mais aussi, si on négocie un mariage entre les gens, on paie avec les vaches. Mais on ne paie jamais la totalité. S'il me dit, tu me dois 10 vaches, je te donne 5, et on passe les prochaines 10 ans à parler les vaches qui manquent, ou il y a une naissance entre les vaches. Donc, c'est plus qu'un animal, c'est plutôt pour garder la communication entre les gens. You know? Et si tu es une personne riche, tu investis l'argent dans les vaches, et c'est une profit, c'est une richesse de toute la communauté que profiter. Alors, c'est une richesse sociale d'avoir beaucoup de vaches. Donc, les vaches est le base économique de cette région. Et donc, c'est pour ça le monsieur de radio dit The Gods with Wet Noses. La déesse humide. Voilà, exactement. J'adore ça. Et, j'étais très, très intéressé aussi par l'idée de le vol du bétail. Si on vole de vache de quelqu'un, on prend un peu de his personhood. You take a piece of that personhood. Donc, c'est un acte de cannibalisme. Et ça, c'est un de vrais actes de cannibalisme dans le film, c'est l'idée du vol du bétail. Alors, dans tous ces contextes-là, le contexte traditionnel du vache comme basis de l'économie, il y a ce changement que maintenant, les Chinois qui sont arrivés, ils commencent à investir dans les vaches. Mais lui, il ne s'intéresse pas du tout à les vaches comme quelque chose de social. Les vaches, pour eux, c'est vraiment que du viande par euro. Donc, il investit dans les vaches, il ne les voit jamais, mais c'est un investissement pour eux. Et ça, c'est un peu la fin, ou le début de fin du Dieu. Parce que si l'argent nouveau qui arrive dans la région est du vrai argent, et le vache n'est plus une vache, est plus une dieu, mais c'est juste quelque chose, un morceau de viande. Ça, c'est the death of the god of the wet noses. Et c'est pourquoi il y a toute la scène avec la vache qui est coupée, la tête est coupée et tout ça. Donc, c'est très symbolique pour moi, en tout cas. Et donc, ce personnage-là, qui travaille pour les vaches du chinois, mais qui est très fier d'être berger, qui est quelqu'un qui peut attraper dans ces deux mondes. Oui. Donc, lui, il est vraiment dans le conflit du nouveau monde et du vieux monde. Et pour ça, peut-être vous remarqué ça. Bon, là, voilà, j'ai essayé tout ça en français. Bravo. Non, voilà. C'est pas mal. Oui. Merci. Mais voilà. Vous l'avez préparé ensemble, la scène, vous avez discuté avant la tournée. Oui. Donc, la scène, le film c'est un documentaire, c'est clair, mais c'est construit, et la réalisation, c'est plutôt comme une fiction. Donc, c'est un film qui est écrit avec la scène, et les scènes sont souvent quelque chose que je pensais en avant, ou même dans l'écriture. Donc, quand je me suis dit, écoute, je fais un western, j'ai attendu que les Chinois ont les vaches, j'ai créé ces moments avec ces personnages. Donc, par exemple, les vaches qui sont autour de lui dans cette scène ne sont pas les vaches chinoises, en fait. Au moment où il discute du prix des vaches, Ouais, donc combien tu l'as payé. Voilà, c'est pas vraiment les vaches chinoises. Mais les Chinois, ils ont les vaches, et c'est aussi dans la scène très beau, je trouve, dans le courtroom, le tribunal. Oui. C'est aussi, c'est pas une vraie, comment dire,
Oui, comment dire? Un procès, ouais. Procès, voilà, c'est pas un vrai procès. Mais les gens sont vraiment eux-mêmes. Donc, ils jouent eux-mêmes. Mais le procès qui rejoue là est quelque chose que j'ai travaillé un peu avec eux. Mhm. Donc, il y a quelques scènes dans le film qui viennent du réel, mais j'ai dû refaire parce que c'était possible à vraiment être là avec eux, voilà, à ce moment-là. Mhm. Mais ce sont les vrais voleurs Ce sont les vrais voleurs. qui ont été arrêtés par les villageois. Voilà, Mhm. exactement. Et le DJ, par exemple, c'est un vrai DJ, Oui. mais parfois il dit les choses qui moi, j'ai dû demander de parler autour de vache. Je n'ai pas dit à lui de dire ça, mais est-ce que tu peux parler autour de vache et le chinois, par exemple. Mhm. Mhm. C'est Donc, vraiment c'est... intéressant, hein, Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé quand je me demandais justement s'il était réellement autant optimiste sur le ouais, fait que les Chinois devraient apprendre ouais. sur le bétail, mais les Basotho, eux, pourraient apprendre. De business. Non, ça, il est vraiment optimiste. Ouais. Il adore ABBA et il joue ABBA. Il est une très grande internationaliste, lui. Il croit à la humanité. Il est vraiment comme ça. C'est Ouais, il est pas vraiment. un jeu, ouais, c'est pas un Non, jeu. non, 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 non. Non, tous les gens dans le film sont vraiment comme ça. Mm. Mais ouais. C'est un beau personnage. Ah, j'adore. Ouais, ouais, il est. Ouais, Ouais. ouais. Il est... Good energy. Ouais. Ouais. Good energy. Ouais. Bon, je sais pas, Laurent, peut-être Oui, ben, bon, un peu. rebonjour Théo. Bonjour. Vu qu'on parlait des vaches, moi j'avais une question concernant cette loi qui oblige maintenant les éleveurs à avoir des documents pour chacune des bêtes. Est-ce que c'est lié aussi à la présence des Chinois et au fait que ces Chinois participent aussi au commerce des vaches, en achètent, voilà, en vendent? Parce qu'à la fin de ton film, on voit notamment de la viande dans une boucherie chinoise. Voilà. Et donc, savoir si cette loi, elle est concomitante à la présence des Chinois. Voilà, donc c'est comment dire en français, result de la vie moderne. Une C'est un peu ça, non? conséquence. Ouais. Une conséquence, voilà, c'est une conséquence de la modernité qui arrive dans la... Oui et non. Alors, donc, c'est vrai que c'est nouveau, cette loi de document. Et c'est nouveau que les Chinois ont les vaches, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une connexion entre les deux. Mais c'est vrai que le monde est en train de s'échanger. Le vache, ça commence à être un business très commercial. Mais il y a aussi beaucoup de vols du bétail en Afrique du Sud. Il y a des gens d'Afrique du Sud qui viennent en les autos et les Basotho qui vont à l'Afrique du Sud pour voler les vaches. Donc, c'est à cause de ça aussi. Oui, mais d'ailleurs, c'est l'exemple que tu as au tribunal de cet homme qui avait volé 10 ou 15 vaches en Afrique du Sud. Mais alors, il y avait aussi, parce que tu expliquais que voilà, le vol existe depuis très longtemps. Le vol des vaches, de ponctionner, de prendre ces vaches comme argent en quelque sorte. Mais antérieurement, comment c'était jugé? Est-ce qu'il y avait même jugement ou pas? Ah, dans le passé, Ouais. on est coupable d'avoir volé les vaches? Est-ce qu'il y avait une justice par rapport à ces vols ou pas? Oui, toujours. Je crois que c'était tout le système de justice un peu créé autour de ça. Il avait toujours les punishments, comment dire, Les condamnations? Punition, ouais, les condamnations. ouais, très 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 sévères pour les vaches. Donc maintenant, c'est 1 an en prison par vache qui en vole. Et c'est comme ça. Et les gens acceptent ça parce qu'ils comprennent le enormity Ouais. du vache, quoi. Voilà. Ouais. Et alors, concernant ces vaches, est-ce qu'il y a donc tout un commerce depuis la région de Tabatseka
dans l'ensemble du Lesotho ou est-ce que le commerce est juste régional? En fait, c'est une bonne question. C'est très régional. C'est le commerce, c'est très commercial, c'est très régional. Mais avec les Chinois qui sont arrivés, ça commence à être un peu exporté dans tout le reste du pays. Mais traditionnellement, en fait, on ne les vend pas vraiment les vaches. Il y a tout un discours. Parfois, on ne peut même pas dire exactement quelle valeur il a une vache. On a peut-être une vache qui coûte 2000 €, mais on ne les vend jamais. On les vend vraiment que dans une urgence extrême. Donc voilà. C'est assez complexe le relation entre du valeur du vache et le vrai valeur, voilà, la valeur d'une personne. C'est pour ça que c'est très régional, le business du vache. Ouais. En tout cas, au niveau de ton cinéma, tu aimes beaucoup filmer les vaches. Hein, ouais, c'est très beau les vaches, non? Ça fait partie de ton geste cinématographique. Ouais. Et là, je voulais dire que le nom en anglais du film, c'est Days of Cannibalism. Et c'est un nom assez dur parce qu'on pense un peu tout de suite que les Chinois sont les cannibales, que le Chinois qui vient en Afrique pour ramener le ressource naturelle. Mais en fait, le nom Days of Cannibalism, ça vient d'une petite part du Tabaseka. Et l'idée originale du cannibalisme, c'est lien avec le vol de vache. Mais dans le film, on voit les petits actes du cannibale. Alors, tous les gens qui commencent à être... la violence qui commence dans le film, ou qui en sent toujours, et il y a la petite explosion à la fin. Et voilà, donc ça, c'est aussi c'est du cannibalisme qui en voit un peu partout. Et ouais. C'est vrai, c'est subtil, on voit des petites choses. Voilà, exactement. Et on avait un peu du mal, est-ce que c'est un bon titre ou pas, parce que c'est vraiment un très, très grand mot, quoi, cannibalisme. Mais finalement, on est resté avec ça parce que c'était une vraie petite part. Et dans l'histoire traditionnelle des autos, l'idée de voler de vache de quelqu'un d'autre, ils utilisent parfois le mot cannibale. Moi, Ouais. je veux dire, j'aime beaucoup le titre en français et je trouve qu'il faudrait féliciter la traductrice ou le traducteur. Ouais. Parce que ça résonne vraiment avec un titre de western, en fait. Voilà. Le bon, la brute et le truand. Ouais, exactement, ouais. Ça résonne bien, donc bravo. Ouais. En français, il marche vraiment bien aussi. Oui. Tu as fait un choix aussi de filmer, c'est peut-être pas du cinémascope le format, mais Non, c'est du vrai cinémascope. Ah, c'est ça, c'est du Ouais. cinémascope. OK. Oui, on fait un western, donc il faut faire du cinémascope, c'est clair. Et j'aime bien l'idée parce que j'ai fait des autres films qui étaient des films de gangsters, donc gangster films, mais le documentaire, gangster documentaries, ou les documentaires avec les gangsters. Et donc j'aime bien l'idée de prendre un genre de fiction, un western par exemple, et de trouver la réalité dans laquelle on peut faire marcher ce concept. Donc j'ai une idée de faire une histoire horror film en Afrique du Sud. Le prochain, tu veux dire? Ton prochain? Oui, voilà. Mais peut-être dans une petite ville ici, je ne sais pas si vous avez lu Coetzee, mais le horror, ça existe vraiment ici aussi. Ouais. Et peut-être aussi, je suis assez intrigué l'idée entre la fiction et le documentaire. Par exemple, la scène du attaque qui vous voit en CCTV. Oui, en caméra de surveillance. Voilà, exactement. Alors ça, c'est du vrai, c'est complètement du vrai. Et mais c'est le fait extraordinaire avec les petites, qui en rose. Et en fait, la petite chinoise. Ouais. Et c'est moi-même aussi qui est dans la scène, aussi avec Sam, mon chef, mais c'est moi qui essaie de prendre la petite.
fille. Et en fait, on voulait. J'avais un peu du mal avec les Chinois parce que il me manque un peu une vraie scène avec eux. Et donc, on a filmé leur travail, leur vie, mais ça manquait quelque chose. Donc, on a visité là, c'était juste une demi-heure avant la finale du Coupe du Monde du foot. Parce que j'ai imaginé que peut-être on peut faire un film quand on regarde la Coupe du Monde ou quelque chose comme ça. Et donc, le match a commencé à 17h. Et donc, on était avec eux à 16h30. Et c'était en ce moment-là, ils étaient attaqués. Et c'est parce que toute la police, tous les gens regardent le foot. Donc, voilà, c'est des bons moments. Et finalement, j'ai eu mon scène là. Mais t'aurais pu ne pas la voir aussi. Voilà, exactement. Mais là, on a laissé en 16, c'est notre format, ça. Oui, parce Voilà. que c'est la caméra, forcément. Les caméras de surveillance ne filment pas en cinémascope. Voilà. Exactement. Ouais. Oui, tu disais que dans ton film, il y a une progression par rapport aux Chinois, la relation entre les gens de la ville et les Chinois. Et à un moment, vers la fin du film d'ailleurs, dans un café, il y a quand même aussi un homme à l'accordéon qui dit que les Chinois abusent de mon peuple, qui sont en train de piller le pays. Et j'ai trouvé ça subtil parce que c'est vrai que pendant quasi une heure, on découvre, on avance au fur et à mesure dans ces relations. De temps en temps, on a l'homme de radio qui, lui, nous permet d'aller sur différents sujets. Et puis là, on a l'accordéoniste. Et j'aurais voulu savoir, bon, toutes ces relations, ce cannibalisme, en fin de compte, est-ce que c'est pas ce personnage qui est là à l'écran pendant 1 ou 2 minutes qui permet, en fin de compte, de comprendre tout ce qui se passe d'un coup. Oui, peut-être, ouais. C'est pas très subtil son chanson. Et non, ça en fait, c'est une chanson qui a un grand succès, qui a eu un grand succès, qui était jouée à la radio. Et lui il va au mariage et joue pour jouer cette chanson. Et les gens adorent. Donc, il y a une chanson qui est très, très populaire et qui résout avec beaucoup de gens. Et pour ça, je lui ai demandé à faire cette scène avec lui. Oui, je crois que pour moi, c'était important de mettre cette scène parce que c'est un sentiment qui en a superficiellement très, très vite. Parce que si on est là, on voit, oh, les Chinois ils ont l'argent. Et on a tout de suite l'impression que, en fait, ce sont les Africains qui se sont fait exploiter par les Chinois. Mais j'ai essayé de montrer que c'est un peu plus complexe que ça. Même, par exemple, il y a une femme qui a travaillé dans le magasin chez les Chinois et qui m'a dit, et on était avec lui, on était avec elle et elle a quitté son travail ce jour-là. Elle a dit moi, j'arrête le travail pour les Chinois, ils sont trop difficiles, il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a vraiment pas beaucoup d'argent, je travaille tout le jour, toute la journée, et voilà, elle a quitté alors. Et on était là, on a dit tout de suite, ah oui, les Chinois sont vraiment sont trop durs. Et c'est affreux comme vous faites travailler. Et il y avait un autre magasin qui s'est ouvert à côté du Chinois qui est tenu par Moussutu. Et donc, je propose à elle, peut-être elle peut demander un travail à ce magasin-là, l'autre magasin qui est par Moussutu. Et elle m'a dit non, parce que chez la Basutu, peut-être c'est plus sympa, mais on ne sait jamais si on est payé. Chez les Chinois, on sait bien on est payé, même si pas beaucoup. Mais chez les Basutu, ils sont plus sympas, mais on n'est pas du tout payé. Et donc, j'étais complètement déprimé parce que c'était vraiment, il n'y a pas une solution. Ouais.
Et d'ailleurs, les Chinois qui sont dans le film, en fait, ils sont un peu différents de l'image qu'on se fait d'un businessman chinois. Ils sont pas très riches, ils sont un peu déprimés par moments. Oui, c'est très mélancolique. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour eux, en fait, parce que ils font un travail qui est vraiment pas très agréable. Ils travaillent toute la journée. Ils sont complètement dehors de la communauté. Ils sont tous un peu alcooliques parce qu'il n'y a rien à faire. Leurs familles sont en Chine et c'est sacrifice pour leur famille. Donc, c'était très important pour moi de comprendre ça. Et ça marche bien dans le film, le contraste entre l'enfermement dans le supermarché et puis les paysages où les gens Ouais, sont à cheval. Et... ouais, on comprend tout de suite que les Chinois, c'est un peu comme c'est presque comme un bateau cargo qui est sur une montagne et sort jamais parce qu'ils ont trop peur. Ouais. Et donc, la relation physique le bateau, il vit leur pays. On comprend. C'est pour ça la scène, par exemple, avec les chevaux est très important parce que il y a une physicalité, une vraie. Ouais. Ils sont partis c'est leur terre. On comprend vraiment ça. Et le chinois, c'est complètement le contraire. Mais ça, la manière dont tu l'as filmé, on la ressent vraiment, la physicalité avec Ouais, ouais, l'animal, ouais, c'est fort dans le film. ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite quand on passe du temps avec eux. Oui, et c'est ce qui fait aussi une partie de l'originalité de ton film, cette physicalité, et aussi le fait d'avoir donné la parole et d'avoir choisi plutôt, je dirais, un quotidien des Chinois, même si c'est le commerce. Parce qu'en général, dans le documentaire, ce que l'on voit, c'est les grands chantiers chinois, les barrages, Ouais. les grandes opérations pétrolières. Et là, je dirais, tu as été dans un quotidien chinois pour les autos. Et que ça montre aussi cet aspect fragile de la présence des Chinois. Il n'y a pas que le côté impérialiste, il y a aussi Voilà. ce quotidien, ces difficultés de relation entre les gens, ces incompréhensions, parce qu'elles sont multiples. Hein. Régulièrement, on sent qu'ils ne se comprennent pas les uns et les autres. Ils se Oui, côtoient, mais à peine. ouais. Donc, c'était très important pour moi parce que la plupart des Chinois que je rencontre les autres sont vraiment ce sont les petites familles chinois qui sont partis de Fujian, qui est en face du Taïwan, euh, qui sont allés chercher un travail extérieur parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas une très, très grande éducation. Il n'y a pas vraiment les grandes choses à faire pour eux en Chine. Donc, ils vont ailleurs pour chercher du travail. Et pour eux, c'est très important de dire qu'ils n'ont rien à voir avec l'État chinois. Ils sont les individuels et ils sont très, très, très fragiles. Et là, et c'est très courageux, en fait, pour, pour moi de voir comment ils font leur sacrifice. Et là, il y a peut-être un truc. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi il n'y a pas une vrai dialogue entre les Chinois et les Africains. Ou qu'est-ce que ce dialogue? Pourquoi cette mal compréhension? Et je parle avec une Chinoise en fait, qui est une réalisateur que j'ai trouvé quelque part. Et son idée, c'était que la Chine, ça ne connaît pas l'Afrique, et l'Afrique, ça ne connaît pas la Chine, sauf avec le regard du Occident. Donc, c'était toujours avec le regard du occidentaux et le regard un peu colonial que les Chinois ils ont vu l'Afrique ils ont vu les Chinois. À travers le regard. Voilà, pas direct. Voilà, à travers le regard des Occidentaux. Et là, maintenant, c'est la première, peut-être 20, 10 ans, c'est la première regard. L'Afrique, c'est pas une culture, mais les gens-là, et c'est il y a et c'est rencontres en fait. Mais c'est rencontres qui se passent que dans le business.
Donc, il n'y a pas vraiment une curiosité pour la culture de l'autre, c'est une rencontre de nécessité. Et c'est pourquoi tout le vocabulaire et tout, ça reste que sur le business. Et c'est un peu triste parce qu'il n'y a pas une interest pour la culture. C'est une rencontre très pragmatique, mais peut-être c'est aussi honnête. Parce que c'est pas de comprendre que l'autre peuple d'accepter le Dieu ou je sais pas. Voilà. Donc j'ai trouvé assez sage ça. Oui, mais ce que tu dis est intéressant parce que très souvent, ce que l'on a comme représentation du chinois en Afrique, c'est le représentant du gouvernement d'un gros projet gouvernemental, alors que là, ce sont des initiatives individuelles. Ce sont des Chinois qui décident d'eux-mêmes d'aller au Lesotho pour leur commerce. Bon, je crois qu'il faut aussi garder un peu espoir. Il peut peut-être y avoir une deuxième génération. Hein, mais oui. Incarnée par la petite fille qui est là, que l'on voit adorable avec son caddie. Et c'est peut-être elle qui, un jour, pourquoi pas, incarnera enfin les Chinois qui vont s'ouvrir à l'écoute des autres. Mais en même temps, est-ce que les gens de Tabatseka, au-delà d'une petite curiosité, est-ce qu'ils vont au-delà de cette curiosité pour aller qu'est-ce que c'est que les Chinois, comment ils vivent, comment ça se passe dans leur tête et tout ça? Est-ce que tu as entendu ce genre de questions? Ça, c'est le rôle de le monsieur du radio. C'est lui le. Ah oui, mais là, il est un peu mis en scène quand même. Il est un peu... Non, mais il est vraiment comme ça. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à les gens. Il visite les Chinois. Mais voilà. Ouais, il y a l'espoir. Il y a le petit mariage. Mais là, c'est dans une grande ville. C'est toujours un homme chinois et une femme Basutu. En Chine, c'est le contraire. C'est un homme africain et une femme chinoise qui s'est mariée. Donc, il y a le petit moment comme ça. Donc, peut-être c'est tout le début d'une rencontre. Une longue histoire. Mais quand j'ai montré le film à la Berlinale, c'était assez beau parce qu'il y avait les journalistes chinois qui sont venus et ils étaient tellement intéressés par les Chinois en Afrique. Parce que pour eux aussi, c'est une histoire. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois en Afrique? Parce qu'eux aussi, ils connaissent que le grand projet dans leurs médias, le grand projet. Mais les petites familles qui vont en Afrique, c'est une grande histoire pour les Chinois eux-mêmes. Il y a un aussi qui me demande la même question. Est-ce que je crois qu'il y a du espoir? J'étais un peu nerveux. J'étais un peu anxious parce que je ne savais pas que je voulais savoir si les Chinois ont trouvé assez juste la balance entre eux. Je ne voulais pas trop prendre une côté de l'autre. Mais il a dit pour lui, ça suffirait. Il n'est pas trop... Je vois qu'on a une question de Martine. Peut-être qu'on prend une question du public. On prend la question. Allons-y. Allons-y, Martine. Tu peux parler si tu actives ton micro, pardon. Martine, il faut allumer ton micro. Là, voilà, c'est bon. Ah, c'est allumé? Oui. Bonjour, Thébault. Merci pour ce magnifique film. Bonjour, merci. Magnifique, c'est vite dit, hein, mais bon, ça veut dire beaucoup de choses. Et en fait, c'est plus une remarque qu'une question, parce que tout ce qui est dans le film et ce que vous venez d'échanger tous les trois, ça fait penser beaucoup à l'Amérique de Trump et aux pauvres petits blancs qui ne sont pas du tout les héros de la conquête des États-Unis, qui sont vraiment les laissés pour compte, et comment ils sont peu curieux de l'autre. Et moi, c'est comme ça que j'avais reçu le film la première fois que je l'ai vu. C'est là que je voyais le western, vraiment. C'est-à-dire, c'est pas la conquête par les grands patrons et le business, c'est la conquête par la marge
et par les pauvres, par les pauvres migrants qui, une fois qu'ils ont migré, deviennent intraitables avec les autres vagues éventuelles de migration. Enfin, je voyais là peut-être pas du tout l'espoir de Laurent, mais le désespoir de l'Amérique. C'est mon côté optimiste, peut-être. Et le mien est plus pessimiste. Oui, merci. Ouais, c'est beau ça. Ouais. C'est une belle remarque. Oui, qu'est-ce que c'est une western? C'est complexe. Mais j'ai beaucoup pensé à qu'est-ce qu'est une western et vous avez raison aussi. Ouais. Merci. Il y a deux questions de Flore de la Palabra, si vous êtes d'accord. D'abord, un commentaire. Elle voit un parallèle entre votre documentaire et un autre intitulé Nashina sur les commerçants africains à Canton. Je ne sais pas si vous... Oui, j'ai vu. Oui, je l'ai vu, ouais. Voilà. Et elle commente sur la scène très forte entre les deux investisseurs chinois qui veulent acheter un terrain de 2000 m², je crois, mais qui sont qui sont tout seuls et qui veulent créer un empire, mais qui sont complètement isolés. Et elle fait un parallèle avec la petite fille qui joue tout seule et qui est présente lors de l'attaque, dont vous avez déjà parlé. Donc, elle pose deux questions en rapport à cela. Ce proverbe américain résume-t-il bien une partie des relations entre Chinois et population locale? Si tu dois 100 000 $ à la banque, elle te tient. Si tu lui dois 1 million de $, tu la tiens. Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si vous voulez déjà répondre ou... Non, peut-être la deuxième. La deuxième, c'est une question sur la radio. Et si, parce qu'elle a une importance, c'est un espace d'interaction, de citoyenneté et de rapprochement, et elle demande s'il y a un possible métissage, justement, en plus avec cet orateur qui est optimiste et qui cherche un métissage. Est-ce qu'il y a un métissage par la radio qui peut se faire? Métissage, c'est en anglais, c'est... Le mélange. Ouais. Je suis pas très sûre. Ouais, mélange, mix. It's when different ethnicities come together. Right. Okay, mix, yeah. So in fact, the question was whether the radio presenter... Si la radio, comme moyen d'interaction, peut permettre cette... c'est mixed. It's mixed race, really, in English. Yeah. Mixed race. Ok. Si la radio peut être utilisée comme utile, peut-être. Utile de... Non, bien sûr, pourquoi pas. Hein. Le truc avec les radios, c'est qu'il faut bien parler Sesotho pour comprendre. Alors, parce que Sesotho, c'est une culture très, très orale. Donc, la langue est très importante pour les gens, très complexe. Donc il y a deux choses, en fait, parce qu'il y a aussi CCTV, alors la télévision chinoise nationale, qui est diffusée gratuitement au Lesotho. Donc, il y a plein de gens qui ont une télé à la maison, qui regardent les soap operas chinoises. Et donc, peut-être il y a un truc à faire avec le radio qui est Sesotho et la télé qui est chinois. Donc, les images de la Chine et la langue de Basotho. Donc, peut-être là, on peut trouver le mix. Mais il faut dire que le radio il a un rôle très, très important là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le petit radio solaire et ça, c'est un lien avec le monde extérieur. Donc, et les gens qui, comme le présentateur, sont tous les bénévoles, mais ils croient vraiment à leur travail. Donc,
ouais, je ne sais pas si j'ai bien. Voilà. Et est-ce que vous pourriez faire, si vous en avez un commentaire sur justement ce documentaire, le Nashville? Ouais. China. Ouais. C'est très, ouais, j'ai vu en ligne aussi parce que dans le visionnel, j'ai vu le film et c'est très beau, j'ai trouvé, il est très bien fait. Et donc, ce film se passe entièrement en Chine avec, je crois, que les femmes qui font du business, qui ont créé les petits business là, autour du import-export. Et quand moi on a passé 4 semaines là pour le tournage et on a passé beaucoup de temps avec exactement les gens comme eux. Et je voulais aussi tourner dans ce petit magasin, mais finalement on s'est concentré juste autour du hôtel comme lieu. Et l'hôtel dans lequel moi j'ai tourné, c'est l'endroit où ces gens ils habitent. Mais si vous avez vous ne les montrez pas dans le festival, je crois, non? Non. C'est un film français de Marie Voignet, dont on a Voilà. montré un film précédent, mais celui-ci, non, on ne l'a pas au festival cette année. Ok. Mais c'est très beau parce que ça montre un peu l'autre côté. C'est un style un peu différent, bien sûr. Mais voilà. Moi, peut-être une dernière question pour moi, en tout cas sur la production, parce que là, c'est une coproduction à 3, hein, Afrique du Sud, France et Pays-Bas, je crois. Ouais. Et du coup, pour la France, je sais qu'il y a beaucoup de temps passé dans les dossiers à l'écriture. C'est un processus un peu long et peut-être c'est différent des autres productions dont tu avais plus l'habitude. Donc, je me demandais comment. Ah ouais. Alors, c'est une question intéressante parce que je crois que tous les films prennent un peu un caractère qui vient dans les conditions de production Oui, c'est sûr. Alors, parce que dans le monde anglophone, par exemple, pour faire un documentaire, il faut tourner un peu en avance. Et ça marche vraiment sur le teaser ou les images qu'on a déjà tournées. En France, c'est vraiment l'écriture qui est très importante. Et c'est clair qu'on ne peut pas vraiment écrire un documentaire, mais à la même temps, donc, c'est pas très logique, mais à la même temps, c'est très très logique. C'est très très utile parce que ça nous avait permis de vraiment savoir qu'est-ce qu'on cherche. Et c'est pour ça que j'ai écrit tout autour du western et j'ai vraiment pensé du concept du western et je cherche un peu les images pour mon film. Donc un peu à cause du constraint, comment trouver l'argent en France. Mais à la même temps, on cherche l'argent en Afrique du Sud et ailleurs. Et pour ça, on a fait les réparages avant l'écriture. Donc, le film est pris un peu une forme hybride à cause de ça. Et le Pays-Bas, c'est parce qu'on a eu l'argent pour la post-production, donc on a fait la post-production là-bas. Donc, c'est pas très important pendant la production du film. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une autre question à prendre, Ludmila? Pas sur Facebook. Moi, j'en ai peut-être une assez simple. Donc, il y a un beau, comme c'est un documentaire western, il y a un gros travail sur l'espace. Et donc, il y a à la fois la scène de course des chevaux et la scène où les investisseurs chinois voient l'espace comme aménageable. Et donc, on a l'impression que ça s'étend de plus en plus, c'est-à-dire que 2000 mètres carrés, un entrepôt, etc. Et je me demandais justement si, deux questions qui se complètent. L'une, si il y avait une grosse construction qui se faisait avec l'arrivée des Chinois, si ça prenait de plus en plus d'espace, justement, et si les personnes, enfin les gens, les habitants originaires avaient cette conscience que c'est un espace, un bel espace et possiblement à conserver, ou si eux aussi veulent en profiter.
Toujours quand je dis, quand je suis les autos et je suis dans, et je dis, comment je trouve les autos, et j'ai toujours dit, j'ai trouvé les autos très beaux. Ils se disent, ah oui, moi aussi. Donc, ils n'ont pas une relation. J'ai l'impression que les gens, ils adorent le pays, mais donc ils sont assez clairs dessous que c'est un beau pays et ils se sentent bien là-bas. Donc, mais les questions de conserver l'espace ou conserver le monde de vie, je crois, c'est pas encore c'est pas encore très, très urgent parce que c'était marrant. Chaque fois quand j'ai tourné avec les Chinois, ça changeait. Donc, il y avait quelque chose qui est construit, il y a quelque chose qu'ils ont changé, il y a quelqu'un qui était plus là, il y a une autre histoire qui se passait. Ça veut dire pendant le 7 ans, ou du début à la fin du film. Et chez les Basutu, il n'y avait rien qui s'est changé. La course était là toutes les années, la même date, on fait la course. On a trouvé la même personne à la même endroit. Donc, c'était très, très constant leur vie. Et ils ont they have very, very deep roots. Hein? Des racines profondes. Ouais, ils ont des racines très, très profondes. Ouais. Et il y a aussi dans eux-mêmes aussi, ils sont très they're very clear about who they are and where they belong. Non? Donc, leur espace, ça fait partie de cette sensation. Donc, enraciné dans le territoire. Voilà, voilà. Ouais. Et chez les Chinois, c'était exactement le contraire. Oui, ouais, ils sont toujours sur le téléphone et parlent avec les gens ailleurs. Et leur relation avec l'espace, ça n'existe pas du tout. Ça casse quelque chose, il n'y a aucune sentimentalité, c'est très, très pratique. Et voilà. Il y a une autre question qui découle de Véronique Prost, qui demande à qui appartenaient les terres qui ont été rachetées par les Chinois, si c'est au gouvernement, à des... Ah ouais, c'est une belle question ça. Parce que aux Lesotho, tous les terres, c'est très difficile d'avoir le terre privé. Et ça, c'est quelque chose qui se fait assez spécial. Donc, toute la terre, ça appartient, c'est à la communauté. Donc, c'est un peu le roi et tous le petit chef qui donne une terre. Si tu as besoin d'une terre pour pousser les plants, tu vas à le chef du village et elle ou lui, elle te donne un morceau de terre. Donc, surtout, ils ont tous les droits à avoir un morceau de terre. Mais c'est impossible à acheter les choses. Et c'est assez beau parce que si on fait une comparaison avec Swaziland, qui est un peu la même taille, et en bas à Swaziland, on voit les fermes énormes qui sont privées, et c'est souvent les Blancs ou les Sud-Africains qui ont les énormes fermes là-bas. Mais à la même temps, il y a plus d'argent au Swaziland que les autos parce que les autos, ça reste encore dans... Tous les gens, ils ont le petit morceau de terre, donc il n'y a pas la possibilité de créer le grand business, mais à la même temps, il y a chacun qui ont le droit à un petit morceau de terre. Mais pour les Chinois qui viennent, c'est impossible à acheter du terre, sauf si tu prends un passeport ou la nationalité Basotho. Et si tu prends la nationalité Basotho, tu peux négocier un morceau de terre dans une ville comme la maison. Donc pour eux, ce sont souvent soit l'homme ou la femme du couple chinois qui prend la nationalité locale pour avoir le droit d'acheter un morceau de terre dans la ville.
Une autre question de Antoine. La dernière question, vas-y. Dernière question, pardon. C'est comment la tragédie s'est terminée pour la petite enfant fort joyeuse durant le hold-up. Comment la tragédie C'est terminé pour la petite enfant. Alors, elle avait pas du tout peur, la petite enfant. Elle a commencé à attaquer les attaqueurs. Et finalement, ils ont pris un morceau de scotch. Ils l'ont bâillonné. Oui. Mais là, elle a commencé à crier. Et donc, la mère qui était, who was bound up. Oui. Ouais. They untied her to go take care of the child to stop her crying. And then she was locked up with all of us in a room. And we were there for about half an hour, and then we were saved. Mais elle a un courage extraordinaire, la petite. Bon, mais je crois qu'on va pouvoir terminer cette discussion, sauf si c'est beau, tu veux dire quelque chose Non, c'est. J'espère. Je suis complètement fatigué à parler français. Mais j'espère ça. Je me suis fait comprendre. Tu parles très bien français et merci beaucoup d'avoir fait cet effort pour nous. Merci pour le film, merci pour le débat. On espère te revoir bientôt en projection pour montrer ce film-là ou le prochain film. Et bien, merci à tous de venir au débat et puis continuer à voir les films en ligne. Le film de Thébault est encore accessible pour quelques jours. Voilà, au revoir à tous. Merci Laurent, Ludmila, Molly. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt.